de truquer des combats pour la mafia, à brutaliser ses épouses. Jake LaMotta n'était pas seulement un boxeur. C'était un criminel violent et imprévisible qui a vendu son âme à la pègre. Et sa véritable histoire n'est pas celle qu'Hollywood vous a racontée. La vérité est bien plus troublante, remplie de secrets dérangeants, de scandales et de crimes dont il n'a jamais pu se défaire. Ce que vous ignorez sur Jake LaMotta est bien pire que ce que vous savez déjà. Pour comprendre comment LaMotta est devenu l'un des hommes les plus redoutés de la boxe, et aussi l'un des plus détestés, il faut remonter là où tout a commencé. Personne ne m'a jamais fait mal sur le ring. Pour une raison ou une autre, je me suis tellement persuadé que personne ne pouvait me blesser. Jake LaMotta est arrivé dans ce monde en frappant, au sens propre comme au figuré. Né à New York de parents immigrés italiens, il a grandi dans un foyer où les poings parlaient plus que les mots. Sa mère était née aux États-Unis, mais son père était venu de Sicile à la recherche de ce qu'on appelait le rêve américain. Il a eu une enfance difficile et, plus tard, il a raconté que son père le battait régulièrement et, selon lui, son père était le seul homme qu'il ait jamais vraiment craint. Réfléchissez à ça. Le gars qui allait plus tard monter 6 fois sur le ring face à Sugar Ray Robinson n'était autrefois qu'un gamin terrifié, attendant la prochaine raclée. Mais la peur a une drôle de façon de se transformer. Dans le cas de LaMotta, elle ne l'a pas rendu timide. Elle l'a rendu en colère, furieux même. Même enfant, il avait un tempérament violent qu'il ne pouvait pas contrôler. Comme il l'a dit un jour dans une interview, à 8 ans, je me mettais déjà en colère contre les gens. Je les frappais parce qu'ils parlaient entre eux, car je pensais qu'ils parlaient peut-être de moi. Parfois, je devenais tellement fou pour rien que je m'en fichais de ce qui pouvait arriver, que je les tue ou qu'ils me tuent. Il aurait pu y avoir une explosion de l'autre côté de la rue, mais je ne l'aurais même pas entendu. Ce genre de rage aveugle et de paranoïa est devenu une partie de sa personnalité. Ce genre de colère ne disparaît pas, il trouve juste de nouvelles cibles, et bientôt LaMotta en trouverait beaucoup. En grandissant, sa famille vivait dans la pauvreté, mais son père profitait de la colère et de l'agressivité naturelle du jeune Jake en organisant des combats avec d'autres garçons du quartier pour de l'argent. Les adultes du coin se rassemblaient et lançaient des pièces pendant que les garçons se tapaient dessus pour leur divertissement. Et le père de Jake ramassait ensuite l'argent pour aider à payer le loyer de la famille. Ouais, ça n'a vraiment pas dû être drôle de grandir comme ça. Bien sûr, ça a dû l'endurcir, mais aujourd'hui on appellerait ça de la maltraitance infantile. Il n'y a pas d'autre mot, mais pour LaMotta, c'était juste la vie. Et d'une certaine façon tordue, ça l'a préparé à ce qui l'attendait. À un moment donné, sa famille a brièvement quitté New York et a vécu quelque temps à Philadelphie. Mais à leur retour, ils se sont installés dans le Bronx. Un endroit où les jeunes en difficulté avec des problèmes de colère n'avaient que 2 voies, la boxe ou le crime. LaMotta a choisi les 2. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il commence à se faire un nom. Sa réputation de violence s'est vite répandue, et peu importait que tu sois un voyou de rue, un bookmaker ou juste un passant malchanceux. Si tu te trouvais sur son chemin, il te traversait comme une boule de démolition. S'il y a une histoire qui résume toute la rage et l'imprudence qui habitait Jake LaMotta, c'est bien celle-ci. Et crois-moi, c'est brutal. À 17 ans, LaMotta n'était pas juste un gamin impulsif qui se battait dans la rue. Il était déjà un criminel violent à part entière. Il avait prévu de braquer un bookmaker du coin dont il savait qu'il avait toujours du cash sur lui et il n'avait aucune intention de simplement lui faire peur. Il était prêt à faire des dégâts. Armé d'un morceau de tuyau en plomb à la main, il a traqué sa victime et a attendu le moment parfait pour frapper. Il s'est alors approché furtivement derrière le bookmaker et l'a frappé à l'arrière de la tête. Mais voilà le truc, le type n'est pas tombé et LaMotta a pété les plombs. Ce fameux tempérament explosif a basculé dans une violence pure et incontrôlable. Il a continué à frapper, encore et encore, jusqu'à ce que le bookmaker s'effondre enfin au sol, inconscient. Il a attrapé l'argent et s'est barré,
laissant l'homme pour mort dans la rue. Aucun remords, aucune hésitation. Mais si tu trouves ça dérangeant, attends de voir ce qu'il a fait à sa propre femme. Le lendemain, les gros titres des journaux lui ont donné la nausée. L'homme était mort. Pendant 10 longues années, LaMotta a vécu en pensant qu'il était un meurtrier. Et au lieu de ressentir de la culpabilité, il voyait ça comme une sorte de dette impayée envers l'univers, comme si le karma finirait par le rattraper. Et puis, le rebondissement. Des années plus tard, LaMotta est dans sa loge après un combat, quand un visage familier fait irruption. Le bookmaker, bien vivant. Le type a même félicité LaMotta. Il n'avait aucune idée que l'homme en face de lui était le même gars qui avait essayé de lui fracasser le crâne 10 ans plus tôt. LaMotta a dit qu'il avait eu l'impression qu'un fantôme venait soudain d'entrer dans la pièce. Il n'a pas dit un mot, il est juste resté là, sous le choc, à fixer les cicatrices que son attaque avait laissées. Ce pauvre bookmaker est mort sans jamais découvrir la vérité. Personne n'a jamais su ce qui s'était passé cette nuit-là, jusqu'à ce que LaMotta l'avoue négligemment dans son autobiographie des années plus tard. Et ce n'était même pas sa seule histoire avec la justice. À la même époque, il s'est fait prendre en train d'essayer de cambrioler une bijouterie, ce qui a finalement conduit à son placement en maison de redressement. Et honnêtement, c'était probablement la meilleure chose qui pouvait lui arriver, car c'est là qu'il a appris à boxer pour la première fois. On peut imaginer qu'il s'est avéré plutôt doué pour la boxe, et à sa sortie, il a continué à boxer pour se faire un peu d'argent de poche. Il est passé professionnel à 19 ans et apparemment, il n'a jamais perdu un seul combat en amateur. Peut-être que c'était inévitable qu'un type aussi violent soit attiré par le monde du combat, mais soyons honnêtes. Ce n'était pas une histoire de rédemption. La boxe n'a pas sauvé Jake LaMotta. Elle lui a juste offert un moyen socialement acceptable de faire ce qu'il avait toujours fait, blesser les gens. Et croyez-moi, en dehors du ring, il n'a jamais arrêté. À l'époque, on n'arrivait pas au sommet sans la bénédiction de la mafia. LaMotta a refusé de jouer leur jeu jusqu'à ce qu'un soir, il cède. En professionnel, il a vite enchaîné 14 victoires pour un seul nul. Mais lors de son 16e combat, il a goûté à la défaite pour la première fois dans un affrontement très controversé contre Jimmy Reeves. Après 10 rounds, la cloche finale a retenti et tout le monde dans la salle savait que LaMotta en avait fait assez pour gagner, sauf les juges. Reeves a été déclaré vainqueur par décision partagée et la foule a explosé. Des bagarres ont éclaté autour du ring. Il a fallu 20 bonnes minutes pour que le chaos soit enfin maîtrisé. Ce n'était pas une défaite, c'était un vol. Mais c'était ça, la boxe à l'époque. Si la mafia voulait que tu perdes, tu perdais. Les deux hommes se sont retrouvés pour une revanche que LaMotta a perdue, cette fois par décision unanime, bien moins controversée. Mais il a finalement pris sa revanche lors d'un 3e combat, quelques années plus tard, en mettant son adversaire KO au 6e round. Entre-temps, il était en train de bâtir l'une des rivalités les plus féroces de l'histoire de la boxe contre Sugar Ray Robinson. Il a perdu le premier combat, mais lors du 2e, LaMotta a pris sa revanche, infligeant à Robinson la première défaite de sa carrière. Ce fut la seule fois en 6 combats que LaMotta l'emporta, mais ces affrontements sont devenus des batailles légendaires qui ont marqué la carrière des deux hommes. LaMotta plaisantait plus tard en disant qu'il avait affronté Sugar tellement de fois qu'il en avait presque attrapé le diabète. Sugar a même été le témoin de LaMotta à l'un de ses mariages. Il est incontestablement l'un des plus grands boxeurs à avoir jamais chaussé une paire de gants. On pourrait même le considérer comme le meilleur boxeur toutes catégories confondues de tous les temps. Je dis que je suis le plus grand poids lourd de tous les temps, mais toutes catégories confondues, je continue de dire que Sugar Ray Robinson était le plus grand de tous les temps. Donc, en réussissant ne serait-ce qu'une victoire contre un Robinson au sommet de sa forme, malgré les défaites, LaMotta est devenu l'un des boxeurs d'élite de son époque. Alors, tôt ou tard, on pourrait s'attendre à ce qu'il ait sa chance pour le titre, non?
Faux, parce que malgré le fait d'avoir battu presque tous ceux qu'on mettait sur sa route, il faut se rappeler qu'à l'époque, la boxe était en grande partie contrôlée par la mafia. Et comme LaMotta refusait de collaborer avec eux, ils ont refusé de lui donner une chance de se battre pour le championnat du monde. Et il a refusé pendant des années. Il était trop fier, trop têtu, trop bagarreur de rue pour se soumettre à qui que ce soit, même pas aux criminels les plus puissants du milieu de la boxe. Mais cette défiance a eu un prix. Et c'est là qu'il a eu le déclic. Peu importe à quel point il se battait, il y avait un adversaire qu'il ne pouvait pas vaincre. Les hommes qui contrôlaient le sport dans l'ombre. Les murs se refermaient sur lui. Pas de chance pour le titre, pas d'avenir, aucune issue. LaMotta n'avait plus qu'un choix. Se soumettre ou être oublié. Et à la fin, il a cédé. L'accord était simple. Lancer un combat et obtenir une chance de titre. Oui, il vend peut-être son âme à la mafia. Mais s'il pouvait ravaler sa fierté juste cette fois, au moins il obtiendrait enfin ce qu'il mérite. Lors de son 79e combat, après 6 ans en tant que professionnel, LaMotta a accepté d'abandonner un combat contre Billy Fox. Facile. Tout ce que Jake avait à faire était de monter un spectacle, de prendre quelques photos et de laisser Fox repartir avec la victoire. Mais ensuite, le combat a réellement commencé. Et ce fut un désastre complet. Fox n'était pas seulement plus faible, il était horrible. LaMotta a écrit « Fox n'a même pas l'air bien ». Au premier round, quelques coups, et je vois un regard vitreux dans ses yeux. Jésus-Christ, quelques coups et il va tomber. Au 4e, s'il y avait quelqu'un dans le jardin qui ne savait pas ce qui se passait. Il devait être complètement saoul. Laissez bien ça vous rentrer dans la tête. La magouille était tellement flagrante que la foule a commencé à huer. Les gens riaient littéralement, et la commission athlétique de l'État de New York a retenu les bourses et suspendu LaMotta de la boxe. Ce n'était pas prévu, mais un accord est un accord. Et même si la combine était l'une des plus flagrantes et embarrassantes de l'histoire de la boxe, LaMotta avait respecté les règles de la MATA, leur avait payé $20 000, et maintenant. Enfin, il a eu sa chance pour le titre. Est-ce que ça en valait la peine? Ça, c'est discutable. Ce qui est certain, c'est que pour le reste de sa vie, LaMotta a dû vivre avec le fait que son billet pour le championnat lui avait coûté sa fierté, son intégrité et l'une des nuits les plus humiliantes de sa carrière. Son combat pour le titre était contre le boxeur français Marcel Cerdan, qu'il a battu pour devenir champion du monde des poids moyens, et le goût amer d'avoir vendu son âme à la mafia avait été remplacé par la douce saveur de la victoire. Mais quelque chose clochait. Cerdan n'était pas à son meilleur niveau ce soir-là. Au début du combat, il s'est déboîté l'épaule, ce qui a transformé l'affrontement en une correction à sens unique plutôt qu'en une véritable guerre. Un match revanche a été immédiatement programmé, mais les deux hommes ne se sont jamais retrouvés sur le ring. La célébrité en avait décidé autrement. Cerdan a pris l'avion pour les États-Unis pour affronter LaMotta une seconde fois, mais il n'est jamais arrivé à destination. Son avion s'est écrasé, tuant tous les passagers à bord. Et tout d'un coup, le plus grand rival de LaMotta avait disparu. À la place, il a défendu son titre contre Tiberio Mitri et Laurent Dautuille. Dautuille, lui, a bien failli créer la surprise. LaMotta était mené au point lorsqu'il a réussi un KO quasi miraculeux à seulement 13 secondes de la fin. Ce qui a encore renforcé sa réputation de boxeur qui n'abandonne jamais. Mais si vous pensiez que c'était spectaculaire, son prochain combat allait s'assurer que personne n'oublie jamais son nom. Parce que, qui allait monter sur le ring ensuite? Nul autre que son vieil adversaire, Sugar Ray Robinson, pour la 6e et dernière fois. Et on sait tous comment ça s'est terminé, pas vrai? Le 14 février 1951, le chevalier LaMotta est entré dans un massacre. Le combat était prévu en 15 rounds, et à mesure que les reprises avançaient, Robinson s'est mis à frapper LaMotta sans aucune pitié.
Malgré les coups terribles qu'il encaissait, au 12e round, LaMotta a crié à Robinson « Tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas me mettre au tapis ». L'arbitre a arrêté le combat au round suivant. Le combat est devenu connu sous le nom de massacre de la Saint-Valentin, une exécution à sens unique qui a montré au monde que, oui, LaMotta était coriace, mais que Robinson jouait tout simplement dans une autre catégorie. Merci, Sephora. Le combat va s'arrêter. Suite à cette défaite, LaMotta a décidé de monter en poids mi-lourd, mais la magie avait disparu. Lors d'un combat contre Danny Nardico, il a été mis au tapis pour la première et unique fois de toute sa carrière. Pendant des années, il s'était vanté qu'aucun fils de pute ne l'avait jamais mis à terre. Mais maintenant, même ça, c'était fini. Il était évident que ses jours au sommet de la boxe étaient terminés. Il a encore disputé 3 combats après sa défaite contre Nardico, subissant une défaite lors de son dernier affrontement contre Billy Kilgore avant de quitter le ring pour la dernière fois avec un palmarès de 83 victoires, 19 défaites et 4 nuls. Mais si sa carrière de boxeur s'est arrêtée là, la violence, elle, n'a certainement pas pris fin en dehors du ring. Car si les combattants le craignaient entre les cordes, les personnes qu'il était censé aimer le plus le redoutaient encore davantage. Jake LaMotta n'était pas seulement un homme violent sur le ring. C'était un homme violent, point final. Il s'est marié cette fois, et s'il y a bien une chose que toutes ces femmes avaient en commun, c'est qu'elles étaient terrifiées par lui. Prenez cet incident répugnant avec sa femme, Vicky. Un jour, il s'est persuadé, sans aucune preuve réelle, que sa femme avait une liaison avec son meilleur ami, Ted. Alors il est rentré chez lui, l'a tabassé violemment, puis s'est rendu sur le lieu de travail de Pet. Et il l'a aussi passé à tabac. Le pire dans tout ça, il n'existe aucune preuve réelle que Vicky ou Pet ait fait quoi que ce soit de mal. Il est bien plus probable que les actes violents de LaMotta étaient uniquement dictés par sa jalousie incontrôlable et sa paranoïa. Ouais, nous avons déjà dit que cela faisait partie de son caractère depuis qu'il était enfant, et le passage des années ne semble pas avoir amélioré les choses. En fait, son état n'a fait qu'empirer avec l'âge. Quel salaud, hein? Personne n'a besoin d'amis comme. Ce jour-là et après ce jour-là, son soi-disant meilleur ami Peck ne lui a plus parlé pendant les 10 années qui ont suivi. Ce n'est pas vraiment surprenant non plus. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que Peck lui ait jamais parlé à nouveau. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que LaMotta n'a jamais semblé montrer de remords pour la façon dont il traitait les gens. Il n'a jamais admis avoir eu tort. Au lieu de cela, il a blâmé tout le monde sauf lui-même. Et quand il s'agissait de battre ses femmes, il essayait réellement de le justifier. Son raisonnement? Si tu avais une copine et qu'elle était belle, et que d'autres personnes essayaient de l'inviter ou de la séduire, tu ne serais pas en colère. Je voyais ces idiots et ces crétins sortir leurs phrases de drague et ça me dérangeait. Ce n'est pas de la colère, c'est du contrôle. Mais sa pire excuse. Si je les avais vraiment frappées, elles seraient mortes. Tu sais comment c'est. Tu donnes juste une petite gifle à une nana et tout est exagéré. Eh bien non, Jake. La plupart des gens ne frappent pas leur compagne à l'étranger, pas du tout. C'est juste toi. Il s'est même vanté de ses violences. Quand j'ai frappé ma femme, ce n'était pas un simple coup de poing. C'était un chaos. C'est tout simplement dégoûtant, mais si tu trouves ça grave, attends d'entendre la suite. Une fois, alors qu'il était en pleine beuverie, il a frappé sa femme en plein visage avant de s'évanouir lui-même à cause de l'alcool. La plupart des gens, même les pires, paniqueraient dans cette situation. Ils appelleraient à l'aide. Ils auraient peur pour sa vie. Mais quand il a repris connaissance, sa première pensée a été qu'il l'avait tuée, et qu'un meurtre pourrait nuire au reste de sa carrière de boxeur. Il ne lui est même pas venu à l'esprit de s'inquiéter pour elle, la femme qu'il était censé aimer. Tout ce à quoi il pensait, c'était à lui-même. Il a même envisagé de jeter son corps dans la rivière. Ouais, ce type était un monstre. Mais finalement, elle a repris connaissance, donc au final,
il n'a pas eu à mettre son plan à exécution. Mais il ne fait aucun doute qu'il en aurait été capable. Et ce n'est même pas le pire. C'est encore plus écœurant, car dans son propre livre, Jake LaMotta a admis avoir commis un viol, et ce, de façon désinvolte. Et comme tout le reste de ce qu'il a fait, il a balayé ça d'un revers de main, comme si ce n'était rien. Il décrit cela comme le fait de donner juste une petite poussée à la femme, en disant « Tu sais ce que c'est que de mettre un peu plus de pression ». Ça arrive souvent quand les femmes arrivent les premières. Elles font semblant de ne pas avoir voulu que ça arrive. Pour elles, c'est un jeu. Encore une fois, non, Jake. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Parce que la plupart des gens ne sont pas des violeurs. Donc non seulement un homme qui bat sa femme, mais aussi un violeur. Quelqu'un qui n'a jamais payé le prix pour cela ni pour beaucoup de ses autres crimes. Mais heureusement, il n'a pas échappé à tout. Après la fin de sa carrière de boxeur, LaMotta a tenu un club à Miami. Et il est allégué que le club était rempli de prostitution et que certaines des filles qui y travaillaient étaient mineures. Finalement, il a été condamné pour avoir prostitué une fille de 14 ans. Et ensuite condamné à 6 mois de travaux forcés. 6 mois. C'est tout. Et encore une fois, même dans ses mémoires, il n'a jamais admis sa culpabilité, comme il l'a fait pour tout le reste. Après sa libération, il n'avait plus rien pour lui. Ses jours de boxeur étaient terminés. Sa réputation était ruinée. Alors il a essayé de tirer profit du peu qu'il restait de son nom. Il a tenté de se lancer dans le cinéma, mais ses films étaient oubliables. Il a même essayé le stand-up. Il s'est avéré que personne ne le trouvait drôle. À ce stade, Jake LaMotta, autrefois redouté et redoutable, avait touché le fond et peinait à joindre les deux bouts. C'est alors qu'il a eu l'idée d'écrire un livre sur sa vie. Ce livre est ensuite devenu le film de boxe classique Raging Bull. Réalisé par Martin Scorsese et avec Robert De Niro dans le rôle principal, le film n'a pas glorifié LaMotta. Il l'a exposé au grand jour. Le film ne cherche pas à cacher la vérité sur sa vie, et certains se sont demandé pourquoi LaMotta voudrait participer à un projet aussi peu flatteur. Il a participé à la réalisation du film, aidant De Niro à incarner son personnage, et l'a même entraîné à la boxe pour qu'il soit crédible dans les scènes de combat. Pourquoi aurait-il fait ça? Pourquoi aurait-il participé à un film qui le dépeignait comme un personnage aussi brutal et impardonnable? Peut-être parce qu'au fond de lui, il savait que c'était vrai. Il a lui-même dit « Quand j'ai vu le film, j'étais bouleversé. J'y avais plutôt mauvaise allure. Puis j'ai compris que c'était vrai. C'est comme ça que c'était. J'étais un salaud fini. Je m'en rends compte maintenant. Ce n'est pas comme ça que je suis aujourd'hui, mais c'est comme ça que j'étais à l'époque. » On dirait un moment de regret, mais l'était-ce vraiment? Parce que même dans ces dernières années, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il se soit adouci, la façon dont il parlait de ce qu'il avait fait montrait un égoïsme profond, un narcissisme et même un mépris sociopathique pour les personnes qu'il avait détruites. Même sa soi-disant prise de conscience d'avoir été un monstre ressemblait à une énième mise en scène. Vous voyez cette scène emblématique dans Raging Billy où De Niro frappe le mur en cellule d'isolement, déversant sa rage contre le monde entier sur le béton de la prison? Ce n'était pas juste du cinéma. C'est vraiment arrivé. Dès son plus jeune âge, cette colère faisait partie intégrante de lui. Et même si elle l'a poussé à accomplir de grands exploits sur le ring, elle a aussi fait de lui un être humain exécrable en dehors. Toute la vie de LaMotta a été une lutte sur le ring, combattant ses démons, combattant le monde entier. Mais la vérité, c'est que le combat qu'il n'a jamais pu gagner, c'était contre lui-même. Alors oui, c'est un boxeur du Hall of Fame, mais c'est aussi probablement l'une des pires personnes à avoir jamais été impliquée dans le monde de la boxe. Et ça, c'est vraiment pas rien. Alors, qu'en pensez-vous? Arrivez-vous à séparer le boxeur de l'homme? Pouvez-vous respecter ce qu'il a accompli sur le ring tout en condamnant tout ce qu'il a fait en dehors? Ou bien sa violence? Sa cruauté et ses crimes rendent-ils impossible de le voir autrement que comme un monstre?